Bonsoir les amis, je suis Pascal Tréfingui, j'espère que vous allez bien, Lama Kunzang. Alors depuis 1994 maintenant, j'enseigne la spiritualité, hop hop, avec ou sans cheveux. J'étais quelquefois bien tondu, quelquefois en version moine. Maintenant je suis en version religieux mais séculier. Avant j'étais en version religieux mais régulier. C'est dans le bouddhisme, c'est comme dans le christianisme, on est dans la règle dans les monastères ou dans le siècle à l'extérieur. On a un petit costume de temps en temps pour marquer la différence, mais on n'est pas très différent puisque l'objectif du Bouddha à l'origine, c'était que la retraite, l'état de moine ne dure pas plus de 3 ans et demi. Une retraite de 3 ans et demi. Certaines personnes ressentent le besoin d'en faire plusieurs, mais en règle générale, c'est une minimum 3 ans et demi. Puis ensuite, eh bien, on est dans le siècle et la voie du bouddhisme, c'est une voie dans la société. C'est pas une voie de retrait de la société. Le Bouddha nous a dit, ne soyez pas des ascètes hors de la société et ne soyez pas non plus des gens complètement la tête dans la société. On est dans un entre-deux qu'on appelle la Shanga. La communauté bouddhiste, c'est toujours la voie du juste milieu. On n'est ni à droite ni à gauche, ni en haut ni en bas, ni au centre ni excentrique. On est toujours dans la voie du juste milieu, où il faut être avec justesse. Maintenant, je vais vous présenter une deuxième étudiante. On va l'appeler Sandra, par exemple. Elle est donc la vidéo a été évidemment falsifiée parce qu'elle ne veut pas apparaître. C'est une personne qui a des responsabilités sociales. Et puis elle a d'abord fait quelques vidéos très humoristiques, et puis ensuite, eh bien, elle fait une vidéo un petit peu plus sérieuse. Ne vous en étonnez pas, j'ai demandé à une centaine d'étudiants que j'ai depuis maintenant 1994 de faire des vidéos où je vous parle de leur expérience avec moi. Alors moi, je suis pas un gourou, je suis pas non plus un moine ni un religieux à part entière. Je suis ce qu'on appelle un enseignant spirituel. On appelle ça un ami spirituel dans le bouddhisme, c'est-à-dire que je progresse moi-même de l'éveil vers la réalisation et la libération, comme tout le monde. Et bien sûr, mon passage, eh bien, je réalise mes vœux de bodhisattva. Les vœux de bodhisattva, c'est qu'on ne peut pas atteindre l'éveil tout seul, comme un égoïste en faisant de l'ascèse. C'est en aidant les autres à s'éveiller qu'on s'éveille soi-même. C'est en aidant les autres à étudier qu'on approfondit soi-même la connaissance. C'est ce que je fais à chaque instant. Chaque fois que je dois donner un cours de gnose, je m'aperçois que je m'aperçois que j'en sais beaucoup plus que ce que je pensais. Voilà, et ça s'approfondit. Voilà. Et quand on rentre dans la gnose, on a toujours l'impression qu'on va tout savoir, mais en fait, on mesure au fur et à mesure à quel point on est ignorant. Mais en tout cas, la base, elle est là et puis elle nous aide beaucoup. Voilà. Donc, je vais laisser Sandra s'exprimer. Sandra, c'est plutôt un succès en tant qu'étudiante, un succès thérapeutique. Elle sortait d'une relation de couple qui était assez tendue et assez difficile. Et puis, eh bien, au fur et à mesure des semaines et des mois, eh bien, avec quelques petits entretiens et des cours, eh bien, on découvre une Sandra adorable, remplie de gentillesse, de bonne humeur. Et vous voyez, là, elle va faire l'espiègle avec ses vidéos qu'elle a fait elle-même. Et ça fait toujours plaisir de voir que le parcours spirituel avec mes étudiants, d'abord il me fait du bien et ensuite il leur fait du bien à eux. Voilà, je trouve que c'est même mieux que ça leur fasse d'abord du bien à eux, mais de temps en temps c'est bien d'avoir des étudiants qui sont très sympas, qui sont reconnaissants, avec qui ça marche bien, et puis qui n'ont pas envie de me tuer ou de me nuire ou de raconter n'importe quoi sur moi. Ça arrive, c'est très rare, mais généralement les étudiants qui racontent n'importe quoi sur moi, qui volent des papiers chez moi ou qui volent de l'argent ou qui racontent n'importe quoi sur moi et qui ont envie de me voler ou de me tuer et de me porter préjudice et de me calomnier, c'est très rare, très rare. En réalité, c'est des grands cas psychiatriques. Et là, vous avez le cas d'une personne qui joue justement sur la folie. Et j'ai trouvé sa vidéo assez intéressante pour être en deuxième position dans mon top 100. Alors, comment dire que... En fait, quand j'ai fait les cours avec Pascal, en fait, il y a une espèce de mélange. Un mélange de, t'as l'impression que tu as accès à la connaissance et que tu te dis, c'est bon, je vais tout savoir, je vais tout connaître. Et en fait, non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'infuse comme du thé. En fait, j'ai fait tous les cours avec Pascal. J'ai fait l'astro, j'ai fait psychobouddhiste, j'ai fait la gnose, j'ai fait... Et j'ai cru que je serais moins folle. Mais je crois que je suis encore plus folle. Mais c'est la folle sagesse. Alors, faire les cours avec Pascal, ça a été pour moi comme... ça a été à chaque fois plein de surprises. C'est-à-dire que, un peu comme on sait qu'on va aller dans un endroit, on
sait qu'on va avoir une belle cascade, et quand on arrive, en fait, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Donc, on est un peu prise à son propre piège, puisqu'on sait qu'on va là, qu'on va avoir quelque chose de beau, en tout cas de transcendant, c'est ce qu'on recherche, si c'est pas là qu'on recherche quelque chose de transcendant. Et puis, on va de surprise en surprise, et puis, enfin, il y a énormément de profondeur, de transmission, d'expérience. C'est vraiment une aventure personnelle où chacun va trouver sa petite pierre. Ça, j'en suis convaincue. Alors, comme le dit si bien Sandra, on prend le cours parce qu'on cherche la raison. Et puis, on devient de plus en plus fou. Et cette folie, c'est une douce folie, ça s'appelle la folle sagesse. Et la folle sagesse est une voie du bouddhisme tibétain, celle de Drukpa Kunle. C'est une voie à laquelle j'appartiens en tant que membre de la lignée Nyingmapa, Kagyupa et Bön. Donc, on a une lignée un petit peu particulière aussi, qui est la lignée de Drukpa Kunle. Alors, Drukpa Kunle, il est très facétieux. Je vais vous mettre quelques images à la suite. C'était un lama qui était très très bon pour faire atteindre l'éveil et enseigner le bouddhisme, sauf qu'il faisait des choses un peu bizarres. Il se masturbait devant des démons, des démones. Il a violé une femme pour réveiller ses latences karmiques qui lui ont permis de devenir celle qui sera la plus grande enseignante bouddhiste du Bhoutan. Et puis en hommage à lui, on dessine des pénis partout dans le Bhoutan. Voilà. Alors bien entendu, pour des occidentaux qui sont habitués au christianisme, voire au judaïsme, ces lamas de la folle sagesse, ça paraît un truc complètement perché. Mais quand vous vivez dans les conditions de l'Himalaya, vous pouvez mourir à n'importe quel instant avec des températures de -30. Et dans les montagnes, eh bien, on peut pas se permettre d'être fou parce qu'on meurt tout de suite. Et on s'aperçoit que l'enseignement du bouddhisme, l'enseignement de Drukpa Kunle, il a permis à ces gens des hautes montagnes de vivre en paix, de vivre dans des communautés qui sont extrêmement aimantes, où chacun a sa place et où on respecte l'environnement, où il n'y a pas de problème de surnatalité, parce que le bouddhisme justement prône la régulation des naissances, et où on a des êtres humains qui sont de bonne qualité, puisque le Bhoutan, dont je vais mettre quelques images à la suite, eh bien c'est le pays qui a le plus haut bonheur national brut au monde. Vous voyez, le pays où on est le plus heureux au monde, c'est un pays qui a été fondé par un lama qui montrait sa bite, qui violait les femmes et qui faisait peindre des zizis partout. Vous voyez, il y a de l'espoir, même pour les pires cas psychiatriques. J'espère que vous aurez compris en tout cas de quel genre de sagesse il s'agit. Ça n'a rien à voir avec le viol, ça n'a rien à voir avec la perversité sexuelle. C'est ce qu'on appelle le tantrisme. Et le tantrisme, c'est tout utiliser pour que ça se réveille ici, retrouver notre enfant intérieur. C'est des grands enfants, ces lamas, on se sent bien avec eux, on a vraiment l'impression d'être avec des grands enfants. Quand ils vous regardent, on a l'impression qu'ils savent tout de vous, de A jusqu'à Z. J'avais une amie qui me disait, j'ai l'impression de passer au scanner et qui sait même la marque de ma culotte. Voilà, quand j'en ai une, disait-elle en riant. Voilà, et c'est aussi des individus qui nous font sortir de la confusion mentale et puis qui nous montrent que nos stratégies de vie sont quand même des stratégies qui nuisent à autrui et qu'on peut trouver des stratégies de vie où on vit avec les autres ensemble. Avec amour, ça s'appelle la synarchie. Allez, je vous remets un petit coup de Drukpa Kunle à la fin. Je sais que ça vous a fait beaucoup rire il y a quelques monts enneigés, ces vallées tranquilles, ces moulins à prière, ces chapelets qu'on égrène. La vie coule ici paisiblement. Mais à y regarder de plus près, et il ne suffit pas d'avoir les idées mal placées, des phallus s'érigent à l'entrée des habitations. Des gros phallus aux boules poilues ou entourés d'un dragon, gonflés ou à fleur de peau, souvent au garde à vous. Pour comprendre, tu devras suivre la flèche qui mène à Chandana. Après quoi seulement, tu pourras revenir me voir. Au début, on n'a pas compris. Et puis on s'est plongé dans la vieille croyance du bouddhisme tantrique. Et en effet, au XVe siècle, vivait au Tibet un yogi appelé Drukpa Kunle. Une nuit, une femme vêtue de feu vint lui parler en rêve. Tu vas tirer une flèche, et là où elle tombera, tu étendras la parole de Bouddha. Un soir, Drukpa Kunle s'arrêta dans une grotte et tomba nez à nez avec un démon. Pour le subjuguer, il lui exhiba son pénis, dur comme fer. Le démon n'en croyait pas ses yeux, et Kunle lui en mit un coup.